fois n'est pas coutume, Mika, tu es venu ce soir avec des petits conseils, je pense, littéraires peut-être. Eh ben oui, tout à fait. C'est exactement le cas, même si ceux-ci sont un peu particuliers par rapport à d'habitude. Ah, Puisque, comme tu l'as si bien nommé et bien trouvé, le nom de ma chronique s'appelle Passion Mika. Un nom d'ailleurs qu'on a communément, sur lequel on s'est communément accordé. Parce que je parle effectivement souvent des coups de cœur, des choses que j'ai aimées. Et c'est normal, ça fait partie de mon métier. J'aime les choses, j'aime bien en parler. J'aime parler tout court, donc du coup, l'un dans l'autre, ça tombe bien, j'en ai fait mon métier. Et il se trouve que, il n'y a pas longtemps, j'ai eu 2 recommandations qui ont popé en fait dans mon fil d'actualité. 2 recommandations suite à un ancien métier que j'ai fait, un métier que Marc, toi, tu fais toujours et que Manon, tu as exercé en même temps que moi. C'est médiateur à la Grotte Chauvet. Ce métier, en fait, m'a appris beaucoup de choses, m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Et parmi tout ça, en fait, j'ai également appris beaucoup de choses sur la préhistoire. Et il se trouve que dans mon métier actuel, donc je suis libraire, il y a 2 sorties récentes qui justement traitent de préhistoire de manière radicalement différente. Et je voulais vous en parler parce que ces 2 lectures, je ne les ai pas particulièrement aimées. ah. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que pour une fois, je ne parle pas d'une de mes passions, mais je parle de quelque chose qui, pour le coup, est passionnant. Waouh. Je vais vous parler ce soir Bravo. de 2 histoires Oh. qui ont été mises en bande dessinée. Donc l'une s'appelle Peindre avec les lions, édité chez Dargaud, et l'autre c'est TP sur la colline, TP la colline, pardon, aux éditions Ça et Là. Ce sont 2 titres qui sont parus à 1 semaine d'intervalle, et du coup je trouvais l'occasion un petit peu bonne, transition toute trouvée, pour du coup, discuter avec vous de tout ce qu'on avait vu au cours de cette année où on avait été médiateurs ensemble. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont un peu plus lointaines, on va aborder d'autres périodes, puisqu'il y a aussi des choses que je ne savais pas et que du coup ça m'a amené à faire des recherches. Et c'est ça justement ce dont je voudrais Ok. parler. La bande dessinée, c'est un média que moi j'apprécie énormément, je n'aurais pas fait mon métier sinon, et surtout en fait qui nous permet de faire des découvertes et qui éveille notre curiosité. Je dois être curieux dans mon métier et je suis curieux dans la vie de toute façon. Donc du coup ça collait pas trop mal et je suis arrivé à une conclusion, je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'ils vont m'apporter ces 2 bouquins? Vu que je les ai pas particulièrement appréciés ni par leur histoire ni par leur style graphique, qu'est-ce que je vais en retenir? Et moi en fait ce que je vais en retenir c'est plutôt ce qu'ils vont essayer de transmettre, puisque tous les 2 transmettent des choses très différentes, que ce soit dans leur utilisation narrative, dans l'utilisation graphique, mais surtout leur médiation scientifique. Puisque ce sont 2 livres qui parlent de faits historiques et surtout de lieux historiques. En l'occurrence, pour notre premier exemple, Peindre avec les lions va nous parler de la grotte Chauvet. Oh. Une grotte évidemment avec laquelle nous avons toutes et tous ici un affect C'est particulier. vrai. Je l'ai C'est vu là passer celui-là. c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Oui. Et alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas particulièrement aimé la lecture. J'ai pas dit que je l'avais détesté, cependant. J'ai trouvé sa lecture très intéressante, notamment pour un point qui, selon moi, est le point le plus fort de cette histoire. C'est sa rigueur scientifique. Je vous enverrai des trucs au fur et à mesure de la soirée. Ouais, bien sûr. Normalement, j'ai réussi. Je sais pas comment, mais je vais essayer. Je fais des petites captures d'écran des 2 BD pour vous les envoyer. Alors, forcément, pour nos auditeurs et auditrices, ça va être compliqué de vous décrire des images parce que j'ai pas fait d'études liées à l'image. Voilà, juste j'en suis passionné, j'adore les images, j'adore transmettre ce qu'elles véhiculent, mais je pourrais pas vous décrire ce qu'on voit actuellement. Je peux simplement vous dire que le style graphique fait très franchement penser à de la bande dessinée jeunesse, Carrément. destination très grand public. oui. J'aime beaucoup ce que je vois visuellement, je trouve ça Voilà, très joli. c'est extrêmement coloré. Je résume vite fait l'histoire. C'est l'histoire de Hélé, une jeune fille qui va devenir celle qui va faire les dessins de la grotte Chauvet. Et comme je vous ai dit, en fait, pour moi, la force de ce récit réside dans la rigueur scientifique qui a été apportée à ce récit et au dessin, puisque tout ce qui se trouve dans l'œuvre sont des faits scientifiques avérés. Vous allez voir, comme vous pouvez le constater vous avec les dessins, des choses qu'on a eu l'occasion de voir et de traiter à la grotte. Vous verrez des Vénus, vous verrez des rituels funéraires, vous verrez des personnes qui s'amusent, des choses qui sont des hypothèses avancées par les scientifiques, mais qui sont aussi étayées par des faits aujourd'hui, et ce sont des faits scientifiques très récents. Le bouquin, comme vous pouvez le constater, donc la dernière image, vous voyez cette gigantesque fresque des lions, vous voyez ici des lampes à huile, qui sont les mêmes lampes qu'on a utilisées pour essayer d'illuminer aussi nos grottes, pour justement essayer d'avoir un petit peu de lumière. Et alors évidemment, très difficile de représenter une réalité historique sur des faits qui se sont passés il y a plus de 36 000 ans. Donc du coup, évidemment, c'est une histoire qui nous est racontée, mais qui prend place dans un contexte assez carré au niveau scientifique. Et ça m'a vraiment beaucoup plu là-dessus, puisque je sais toute la rigueur scientifique qu'il faut pour écrire ce genre d'ouvrage. Et je me dis que pour des néophytes, des gens qui sont juste tout simplement tombés... en fait, c'est tout simplement donc, le scénariste Fabien Groslo, qui est fan de préhistoire, grâce à son père, mais qui n'est pas un spécialiste de la préhistoire, il est scénariste.
Et donc il a dû faire beaucoup de recherches pour étayer tout ça. Et Anna Konzati, qui a mis les dessins, enfin qui a fait les dessins, c'est la dessinatrice et la coloriste, ils ont vraiment étudié la période, ils sont vraiment allés demander des conseils, notamment, alors je veux pas écorcher son nom, donc du coup je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est Marilène Patoumatis, qui est donc une directrice de recherche au CNRS, et qui est l'autrice de L'homme préhistorique était aussi une femme. Je vous recommande. En tout cas, Marc, je pense que tu pourras nous faire cette recommandation, parce que c'est une bonne lecture. Je n'ai moi-même pas lu, à dire vrai, mais il paraît qu'il est quand même qu'il est intéressant. C'est ce que j'ai ouï dire d'après certains de mes collègues. Mais moi-même, en réalité, je lis pas beaucoup sur la préhistoire en dehors du travail. Oui, en même temps, forcément, si je fais le boulot, je peux aussi le prendre. Donc j'avoue que ce que je fais la plupart du temps, je lis pas, je regarde des confs en vitesse 1.5 au boulot pour aller plus vite. Et tu fais également quelque chose que tout le monde fait, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, tu as entendu parler de gens qui t'en ont parlé. Exactement, et c'est qui, les des fois, on-dit, tout à fait. Oui, mais ce sont des gens qui l'ont lu, qui te le résument, qui vont t'en parler. Bien sûr, et si tu l'as déjà entendu parler, ça veut dire que l'ouvrage, de fait, est intéressant, sinon tu ne l'en entendrais pas parler. Bon, après, il y a des contre-exemples qui ne vont pas rentrer dedans, hein. Assez évident, bien sûr. Mais, Ouais. mais sur des ouvrages scientifiques, généralement, c'est plutôt bon signe. Oui, mais Patoumatis, elle est elle dans le milieu, elle est connue. C'est quand même un nom. C'est ça, oui. Voilà. Oui, non, mais ça, c'est clair. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que le matériel de la bande dessinée se prête très très bien à la médiation scientifique. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce bouquin, parce que justement, si vous vous intéressez un petit peu à la préhistoire, ou tout simplement vous vous y intéressez pas, mais vous trouvez que les couleurs sont jolies, ou que du coup, en fait, ça présente un univers qui vous intéresse, tout simplement la préhistoire, je trouve que c'est très intéressant d'avoir à sa portée un bouquin qui, sans vous rentrer dans une pédagogie excessive, tout en gardant en fait une continuité dans le scénario, que celui-ci soit relativement simple. On parle simplement c'est une biographie tout simplement qui nous est imaginée, une jeune fille qui va devenir traceuse. Je trouve le terme d'ailleurs hyper joli et hyper astucieux pour parler des gens qui dessinent, puisque on le sait, il y avait des postes au sein de certains clans, de tribus qui étaient, donc on vivait du nomadisme, mais il y avait beaucoup d'échanges entre. Et le postulat ici qui est fait, c'est que certaines personnes étaient dédiées à des tâches, des chasseurs, des chasseuses, des cueilleurs, des cueilleuses. Et c'est pareil pour ceux qui faisaient des dessins, c'était le travail de toute une vie, puisque les dessins qu'on peut voir dans la grotte Chauvet, vous vous doutez bien que c'est pas le premier des Kidam qui est capable de les dessiner. Il fallait qu'il y ait un entraînement et que le matériel qui soit mis à disposition, il y a eu de l'entraînement aussi dessus. Et ici, c'est le point de départ de notre histoire. Elé est une jeune fille qui sait qui a on va dire un talent pour le dessin et pour imaginer des formes. Et lorsqu'elle est repérée par alors je sais plus si une femme ou un homme dans notre clan d'importance, elle va être amenée ensuite dans le clan des traceurs qui officient à la grotte Chauvet et qui vont donc au niveau du pont d'Arc dresser un camp pour justement aller peindre et dessiner dans les... J'ai trouvé ça assez intelligent et astucieux justement pour nous présenter le quotidien de ces personnes, puisque les personnes à la préhistoire ont vécu beaucoup de clichés de la part des hommes modernes. On les a toujours imaginés comme des bêtes sauvages, hirsutes pendant très très longtemps. Il n'y a que récemment que concrètement, en s'intéressant un petit peu plus à leurs histoires, on se rend compte que c'était pas juste des macaques avec des bouts de bois. On parle bien entendu d'hommes et de femmes qui sont comme vous et moi tout simplement, et qui s'habillaient, qui avaient des rites funéraires, qui avaient des sentiments tout simplement, choses qui étaient beaucoup moins dépeints il y a quelques années. Aujourd'hui, justement, je trouve que cette BD permet de remettre à sa place cet homme préhistorique, qui n'était pas si préhistorique, puisque finalement, on en est assez proche. Mais je vous dis que j'ai pas particulièrement aimé sa lecture, parce que personnellement, j'ai pas été emporté par l'histoire. Le scénario est assez convenu, je vais dire. Ouais, cousu de fil blanc. Voilà, les dessins sont très très jolis, mais n'ont pas particulièrement touché. Cependant, moi, je suis pas fan, j'avoue. Des dessins mais je dois quand même... Ouais, mais je reconnais qu'effectivement, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais par contre, si ça peut vous plaire, je vous invite à lire quand même Peindre avec les lions, parce que c'est une super œuvre qui regroupe beaucoup de vérité historique, en tout cas. Pas forcément de vérité, puisque c'est très difficile d'avoir la vérité en préhistoire. Mais en tout cas de faits historiques établis. Et il les rapporte dans un récit de façon à ce que ce soit non plus... Voilà, ça coule bien. Ouais. Voilà, donc il y a des rencontres avec Néandertal. Il y a effectivement des prises de position qui peuvent être douteuses, mais on parle tout de même d'un récit narratif. On ne parle pas ici d'un ouvrage scientifique. C'est un ouvrage aux destinations du grand public. Oui, bien sûr. Tout comme le second
ouvrage dont je vais vous parler, qui, comme je vous l'ai dit, est sorti à une semaine d'intervalle, qui lui graphiquement est beaucoup plus intriguant, beaucoup plus intéressant, puisque son auteur est un auteur de bande dessinée pour enfants. Mais vous allez voir que le style graphique, je vais vous l'envoyer, lui par contre est beaucoup plus hérité du roman graphique, et qui ici nous raconte l'histoire de deux êtres. Donc c'est Rat et Mur. Et Rat et Mur sont deux personnes très différentes, puisque Rat est un être humain et Mur est un cerf. Voilà. Les deux peuvent communiquer, donc vous comprenez tout de suite que là on arrête la dimension de la recherche scientifique et de la rigueur, puisqu'on va tout de suite rentrer dans une épopée mystique, et va nous raconter tout ceci autour d'un site archéologique extrêmement étonnant et intéressant, qui est le site de TP Gobat. C'est TP Gobetli TP. Ouais, Gobekli Gobekli. TP. Voilà, merci. Voilà, Gobekli. Gobetli Merci. TP. Superbe site. Gobekli TP, qui est un site en Turquie, et c'est historiquement, en tout cas à l'heure actuelle, ce qu'on qualifie de premier temple érigé par l'homme, il y a maintenant environ 9000 ans. Et du coup, en fait, c'était un site que je ne connaissais pas du tout, et qui, grâce à cette bande dessinée, en fait, m'a permis d'aller farfouiller un petit peu, parce que moi je suis pas spécialiste de la préhistoire, ok, ça fait même plus que ça, parce que c'est en millénaire avant JC, donc ils font pas before present, du coup on va dire que c'était il y a globalement 10 000 ans, entre 10 000 et 11 000 ans. Le site était occupé, et c'était un site qui effectivement, alors on a évidemment du mal à expliquer, parce que tout ce qu'on a retrouvé c'est beaucoup de dessins animistes, on a retrouvé des statuettes, on a retrouvé des gigantesques en fait, statues je sais pas si on dit dolménales, des dolmens, en gros, qui sont érigées en forme de Statue T. menhir, peut-être? Ouais, mais c'est pas tout à fait des menhirs, mais voilà, en gros, c'est des Mégalithique. gigantesques stèles. Ouais, C'est voilà, mégalithique, c'est le ça. terme, ouais. Mégalithique, Ah ouais, oui, je vois c'est les ça. photos là. Et donc, c'est mégalithique, et en fait, en forme de T. Voilà, et qui, du coup, font penser un petit peu à ce qu'on peut retrouver à Stonehenge, par exemple, ou des pierres dressées qui sont, du coup, apposées les unes sur les autres. Et ce temple a effectivement eu une occupation pendant plusieurs millénaires, jusqu'à en fait, la cessation des activités plusieurs milliers d'années plus tard. Et là, le récit, par contre, nous emmène et nous embarque dans une aventure beaucoup plus mystique. Cette fois-ci, on part complètement de la réalité historique, on va suivre justement quelque chose de beaucoup plus fantasmé. Vous allez le voir en regardant les images, on va suivre des personnes qui, il y a 9000 ans, se promenaient en pagne, quasiment tout nus, avec des masques de crânes d'animaux, et qui parlent aux animaux bien vivants. Mais c'est ce que veut nous raconter le récit. Une fable qui, cette fois-ci, est un conte fantastique. Il n'y a aucune recherche de la vérité historique là-dedans, mais en même temps, le site s'y prête également, puisque celui-ci, justement, a été un haut lieu du mysticisme il y a plus de 10 000 ans. Et donc, son auteur a voulu nous faire découvrir ce site à travers une histoire qui se passe à la préhistoire. Le truc, c'est que, encore une fois, quand on compare deux ouvrages et qu'il y en a un qui est extrêmement rigoureux en termes de scientifique et l'autre qui ne l'est pas du tout, on peut pas s'empêcher de les comparer scientifiquement. Lui, il y en a un qui a aucun sens et l'autre pas du tout. Mais c'est à ça que servent les histoires finalement. Les histoires, elles servent à nous faire rêver, à nous faire voyager, et surtout à nous faire découvrir des choses. Grâce à ces deux histoires, j'ai pu me replonger un petit peu dans la préhistoire de la grotte Chauvet, mais également j'ai découvert le site de Gobekli, et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de choses, évidemment, qu'on ignore toujours, mais que malgré tout ça, grâce à des récits fantastiques, des récits qui sont absolument irréalistes, on pouvait quand même retirer des choses et des connaissances. Donc je vous invite à lire ces deux titres, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y en a un qui a retenu plus votre attention que l'autre. J'ai trouvé que TP la colline était quand même vraiment plus mystique, très particulier dans son approche narrative aussi, puisque c'est très poétique. Je suis pas forcément, comme je vous l'ai dit, j'ai pas particulièrement aimé l'œuvre. Je suis pas un féru de poésie. J'ai un peu du mal à rentrer dans les univers trop fantastiques, beaucoup trop poétiques. Mais par contre, je sais que ça plaît à certains, ou à certaines. Donc je vous invite à lire ces deux ouvrages qui, pour le coup, traitent de notre rapport à l'être humain, traitent de notre rapport à notre monde, et surtout traitent de notre rapport à notre passé, qui, pour beaucoup, en fait, c'est quelque chose il y a très lointain, et qui permet de nous en rapprocher un petit peu grâce à un média qui est extrêmement populaire et surtout très présent par rapport à nous, qui est la bande dessinée. Donc voilà, je vous invite à me donner vos avis, si vous avez eu l'occasion de lire ces deux bouquins, si ça vous donne envie. Donc, je sais pas, peut-être que Manon, t'as plus apprécié les deuxièmes dessins, ou peut-être que tu es comme moi un peu plus hermétique. Je suis un peu plus hermétique au dessin, et c'est vrai que pour lire de la BD, moi j'ai vraiment besoin que le dessin me plaise, ou alors que l'histoire soit vraiment ouf et que je me force. Mais par contre, je suis hyper intriguée par les deux. Je pense que je les lirai quand même.
que c'est chouette. Et comme tu dis, en fait, ça, c'est une période qui, même malgré les publications qui sont sorties ces dernières années, et même ce qu'on essaie de... La vérité qu'on essaie de... Enfin, la vérité. Le peu de vérité qu'on a et qu'on essaie de rétablir sur ces périodes-là, c'est assez difficile d'accès. Et effectivement, comme tu dis, en fait, je trouve que les médias populaires, type la BD et les comics, c'est vraiment un moyen trop intéressant de faire de la médiation. En fait. Et je trouve que la médiation, elle se fait par des biais. Enfin, nous, on est médiateurs avec Marc, et la médiation, elle se fait par tellement de biais différents. Et donc, je trouve ça super intéressant. Donc, je pense que je jetterai un regard. Je trouve aussi que c'était pour ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Je voulais pas faire une longue chronique dessus parce que moi pareil, la grotte Chauvet, ça fait longtemps que j'en suis parti. Je suis pas un spécialiste de la préhistoire. Je considère comme étant un bon médiateur, mais c'est pareil, quand on n'a pas révisé pendant longtemps, en fait, on sait plus parler. Et c'est le même principe, concrètement. Quand ça fait longtemps qu'on est sorti d'un sujet, si vous faites pas un petit peu de révision, vous les connaissez pas toujours par cœur, surtout quand la quantité d'informations à retenir est si dense. Par contre, j'ai quand même trouvé ça assez curieux et assez intriguant, le fait que 2 bouquins, en fait, finalement, prennent place à la préhistoire et sortent à une semaine d'écart. Moi, je trouvais ça intéressant, et du coup, je me suis dit, je vais en profiter, je vais en parler, et puis comme ça, on pourra parler un peu préhistoire avec mes copains. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion qu'ils faisaient le larron. Voilà. Et toi, du coup, Marc, sur ce que j'ai envoyé, tout à l'heure sur les dessins, il y en a un des deux qui retient plus son attention? Alors, moi, celui qui retient le plus mon attention. Alors après, visuellement, je pense que visuellement, je préfère le premier en fait aussi. Le deuxième, il a un côté très minimaliste, qui est très très chouette, mais qui correspond bien, je pense, à un truc un peu mystique. Après, je suis en train de regarder, ils ont bien des tentes, etc. Je trouve ça c'est assez chouette. Sur un point de vue plus préhisto-compatible, bien évidemment, c'est le premier qui me bluffe quand même, parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes visuellement. Rien que sur les quelques slides que tu nous as envoyés, il y a des vêtements, il y a des éléments de parure, il y a des éléments funéraires, il y a des habitations, il y a des éléments spirituelle, puisque visiblement dans la scène où elle est avec un Néandertal, elle a l'air d'avoir une forme d'oiseau, et elle doit retirer le masque pour pouvoir reprendre sa forme humaine. Donc il y a de la danse, il y a plein et puis surtout il y a la couleur de peau aussi, surtout j'ai même pas apprécié tellement je trouvais ça presque normal, mais ils sont tous noirs, donc c'est hyper intéressant, puisque on le sait aujourd'hui que les peuplades qui ont vécu en Europe au paléolithique, même probablement jusqu'au néolithique, en fait ils étaient noirs de peau, ou au moins café au lait pour les derniers. Donc c'est vachement intéressant, je trouve. Après, l'histoire, je la connais pas, donc c'est un peu compliqué de juger. Visiblement, il y a l'air d'avoir un parti pris, puisqu'ils ont plus l'air de partir sur du chamanisme, avec le fait que les humains soient sous forme animale dans la grotte, plutôt que de partir sur le principe du mythe de l'émergence primordiale. Mais des interprétations, au pire, on s'en fout, et tant que ça sert à une bonne histoire, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais dans les faits, déjà, ils sont pas représentés comme une bande de sauvages, et déjà, rien que ça, ça c'est chouette. Le truc de la BD sur putain, j'avais réussi parfément tout à l'heure. Gobetli TP, par contre, elle doit être sûrement intéressante, parce que je suppose qu'à travers la dimension mystique, ça justifie peut-être la formation du temple. Je me souviens plus exactement si je confonds avec une autre cité ou pas, mais dans mes souvenirs, Gobetli Tepe, t'as un temple central, mais t'as quand même des habitations autour, mais qui sont utilisées que dans les moments où justement les nomades viennent pour aller dans le temple. Mais je sais plus si c'est cette cité-là ou si c'en est une autre, parce que ma mémoire flanche. Donc vous me direz dans les commentaires si je me plante, si c'est Gobetli Tepe, ou si c'est Çatalhöyük, ou si c'est encore autre chose. Ou si même toi tu peux me dire maintenant, Mika, avec les connaissances que tu as vis-à-vis de cette bande dessinée. Ouais, bien sûr. mais dans tous les cas, je trouve que la BD, c'est un médium qui est média pluriel, médium, les deux. Oui, c'est vrai, les deux. Qui est un médium, mais qui peut servir de médium. Oh, joli. Joli. C'est en tout cas, c'est une solution qui est assez intéressante quand même, pour proposer quelque chose de visuel et en même temps pas trop mainstream non plus, pour se permettre justement d'être dans une forme de véracité historique, parce que je pense que le défaut que le cinéma a, c'est que son but c'est de vendre, et donc du coup pour ça il est obligé d'aller dans les clichés pour que les gens puissent savoir ce qu'ils ont envie de voir. Un exemple à la con, je digresse, mais un truc médiéval, si les gens ils ont un truc coloré et super beau avec des oiseaux qui chantent, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ça, ils attendent du gris, de la neige, des épées, des bonhommes. S'ils ont pas ça, ils vont se trouver ça bizarre, et donc du coup ça risque de pas marcher. Je vous invite quand même à relire ces deux bouquins, et du coup pour faire le raccrochage à ce que tu disais, c'est vrai que TP aussi parle de ça. Il y a également différentes tribus qui ont différentes relations les unes avec les autres,
ce qui est effectivement traité de manière un peu moins... il y a moins de véracité historique aussi, mais par contre c'est vrai qu'il y a des échanges qui ils sont sous-jacents en fait dans celle-ci, puisque c'est pas le cœur du propos. Mais par contre effectivement le personnage qu'on suit va faire effectivement rencontre d'une néandertalienne avec qui effectivement il aura des relations et alors, on ne sait pas si elle aura un enfant, mais effectivement des relations entre Sapiens et Néandertal il y en a eu. Mais, c'est dans Göbekli Tepe qu'il y a cette histoire. Ouais, dans les deux en fait. Dans les deux. Dans les deux, il y a des échanges. Alors, dans Peindre avec les lions, sans spoiler, effectivement, il y a des rapprochements interespèces. Mais dans TP, c'est explicite. Voilà. Okay. Après, c'est peut-être, si on veut parler de quelque chose d'historiquement compatible, c'est peut-être plus logique avec la première bande dessinée dont on nous a parlé plutôt qu'avec Göbekli Tepe, puisque Néandertal il est décédé malheureusement depuis un petit bout de temps. Avant la formation de Göbekli Tepe. Mais ça, je chipote, c'est des dates comme ça au hasard. Voilà. Du coup, est-ce que Jules nous rejoint alors ou pas? Le truc que je voulais te demander, peut-être que toi, tu arrives à me répondre. Quand est-ce qu'a disparu le mammouth? Eh ben, écoute, dans mes souvenirs, le dernier mammouth recensé, c'est le mammouth Exodus. C'est quoi, on va chercher en direct. Mais le mammouth Exodus, je crois que c'est 2000 ans avant GC. Ah donc ok, donc parce qu'il y a de la chasse au mammouth et effectivement il y a cette phrase qui dit il y en aura bientôt plus et je voulais juste savoir si c'était effectivement pour faire un peu du sensationnalisme ou au contraire si c'était vérifié historiquement. Donc effectivement l'auteur a fait des bonnes recherches manifestement. En tout cas géographiquement et sur la topologie du temple. J'ai vérifié et effectivement le site est très bien représenté. C'est ça. C'est pas le mammouth Exodus, je dis de la merde, c'est le Mammuthus exilis, pardon, subtil. C'est un mammouth laineux nain qui a vécu jusqu'à 2000 ans avant JC. Okay. Voilà, donc c'est les derniers mammouths qui présentent une forme de nanisme insulaire dû au fait qu'ils se sont réfugiés en Sibérie et qu'il y a des montées des eaux qui les ont bloqués sur des îles. Et c'est lequel ton préféré de mammouth, Marc? Moi? Quel est ton mammouth? Mon mammouth préféré, je pense que c'est celui que je connais, c'est le mammouth laineux, qui est le mammouth Primigenius, je crois. Allons voir ça. Ah waouh. Mammouth laineux, mammouth Primigenius. Ouais. C'est celui de la préhistoire. Après, les autres, on les connaît pas tant que ça, parce que le mammouth de Colomb, c'est américain, etc. Mais si vous vous posez la question des animaux de la préhistoire, ceux que vous aimez, etc., moi je vous envoie surtout tous les deux, mais aussi les auditrices et les auditeurs, à aller écouter un super quiz sur les animaux du Pléistocène supérieur qui a été réalisé par Clément lui-même, spécialiste de la question. Waouh. Ok. Pas mal. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.